La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je croyais élever une enfant. La maison, elle, collectionnait autre chose. Annie s'est encore enfuie l'autre nuit. Il m'a fallu des heures pour la retrouver au parc, sur les balançoires, allant d'avant en arrière comme si elle avait parfaitement le droit d'être là. Elle avait encore changé de cheveux, blonds cette fois. Je ne voulais pas faire de scandale devant tous ces gens, alors je l'ai attrapée sur l'élan du retour et je l'ai traînée jusqu'à la maison pendant qu'elle hurlait et se débattait comme une possédée. C'était humiliant. J'ai souri bêtement aux regards insistants comme si tout allait bien. Une fois rentrée, je l'ai envoyée dans sa chambre. Elle s'est assise sur le lit et s'est mise à pleurer sans s'arrêter. À force de la voir comme ça, je n'ai pas eu le courage de la gronder. C'est bien ça le problème. Je n'ai jamais su être ferme, sans aller trop loin. Ou pas assez. Il y a quelques mois, elle m'a menacé avec un couteau de cuisine. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru qu'elle allait me tuer. Puis tout s'est arrêté. Elle s'est laissée tomber dans mes bras, silencieuse, pendant que je lui caressais les cheveux et que je lui chantais une berceuse, comme si rien ne s'était passé. Et puis, il y a eu les poupées. La collection de ma femme. Des objets fragiles, précieux. Annie les manipulait brutalement, comme si elle voulait les casser exprès. J'ai perdu le contrôle, je l'ai frappée. Quand elle s'est enfuie cette nuit-là, je ne suis pas allé la chercher tout de suite. Je suis resté assis à pleurer, convaincu d'être un père monstrueux. Depuis, j'essaie d'être plus doux. Ce soir-là, je lui ai préparé son plat préféré, des macaronis au fromage. J'ai monté le son de la télévision pour ne pas entendre le vacarme qu'elle faisait dans sa chambre. Annie casse ses affaires comme si elles n'avaient plus aucune valeur. Une fois, je lui ai acheté un chiot. Elle n'a jamais voulu le toucher. Le jour où j'ai décidé de le ramener à l'animalerie, il a disparu. Je l'ai retrouvé dans le jardin, assis sur un tas de terre, une petite pelle dans les mains. Je ne lui ai jamais posé de questions. Quand je suis entré dans sa chambre avec l'assiette, elle m'a foncé dessus pour s'échapper. J'ai failli tout renverser en luttant avec elle. Il y avait ce regard animal. J'ai eu peur. Seul avec elle, vraiment peur. Je l'ai fait comme tu aimes, ai-je dit en souriant, malgré le tremblement dans ma voix. Elle m'a regardé comme si elle ne comprenait pas. Tu vas en manger un peu ? Je ne veux pas. Sa voix était différente, étrangère. Annie, je suis inquiet pour toi. Ce n'est pas mon nom. Et tu sais très bien que je suis ton père. Tu n'es pas mon père. Ça m'a transpercé. Elle a reculé dans un coin de la pièce, recroquevillée, griffant le bois du lit, hurlant comme une sirène. Je suis sorti et j'ai fermé la porte. Je suis allé dans la chambre conjugale. Ma femme était allongée, immobile, comme toujours. Depuis la première fugue d'Annie, elle ne parlait plus. Elle n'avait jamais quitté ce lit. Je lui ai parlé doucement et elle n'a pas répondu. La nuit a continué dans les cris, les griffures, les bruits étouffés. Quand je suis allé vérifier, Annie m'a renversé et a couru dans la chambre de sa mère. Elle pointait le lit en hurlant. J'ai essayé de la calmer, de lui dire que maman dormait profondément.
J'ai fini par la serrer contre moi, trop fort, beaucoup trop fort. Quand tout s'est arrêté, je me suis effondré au sol. Dans mes bras, ce n'était pas Annie. C'était une poupée. Une grande poupée aux cheveux blonds magnifiques. Je l'ai rangée avec les autres dans le placard. Il y en avait tellement. Toutes différentes, toutes me rappelaient Annie. Elle avait disparu. Avant de partir la chercher, je suis retourné voir ma femme. En la touchant, mes doigts sont restés collés. Une substance verdâtre. Elle était morte depuis longtemps. Je l'ai compris à ce moment-là. Dehors, l'air était frais et j'ai suivi les rires d'enfants au loin. Et au fond de moi, une pensée horrible s'est imposée. Je n'ai plus de filles depuis bien longtemps, seulement des poupées. L'histoire suit un père qui croit encore vivre avec sa fille, Annie. Il la décrit comme violente, instable et dangereuse. Mais ses comportements servent surtout à montrer que quelque chose ne va pas dans sa perception de la réalité. Peu à peu, le récit laisse entendre qu'Annie n'est plus une enfant normale, ni même une enfant vivante. Les poupées jouent un rôle central dans l'histoire. Elles remplacent Annie. Chacune représente une tentative du père pour recréer sa fille telle qu'il aimerait s'en souvenir. Le fait qu'elles soient nombreuses et différentes montre que le temps a passé et que la réalité a été modifiée dans son esprit. La mère est également absente du monde réel. Elle est morte depuis longtemps. Mais le père continue à lui parler et à agir comme si elle était simplement malade ou endormie. Cela confirme que le narrateur vit dans un déni profond, incapable d'accepter la perte de sa famille. La scène finale révèle que l'homme a confondu la réalité avec ses propres constructions mentales. Il ne vit plus avec des personnes, mais avec des objets qui symbolisent ce qu'il a perdu. L'histoire montre ainsi comment un traumatisme peut enfermer quelqu'un dans une illusion durable, une prison mentale, où les souvenirs remplacent la réalité. Pour ceux que cela intéresse, je vais rentrer dans les détails, qui sont morbides. Arrêtez la vidéo si vous ne supportez pas de parler de la mort et des enfants. Dans certains cas de deuil pathologique, une personne endeuillée est incapable d'accepter la mort d'un proche. Le cerveau met alors en place un mécanisme de survie où la réalité est remplacée par une version plus supportable. Des parents ayant perdu un enfant ont été observés continuant à lui parler, à préparer ses repas, à maintenir sa chambre intacte pendant des dizaines d'années. Certains développent même une relation affective avec des objets de substitution, comme des poupées, des mannequins ou des silhouettes habillées qu'ils traitent inconsciemment comme des êtres vivants. Ce type de déni peut s'accompagner de délires dissociatifs, où la frontière entre le souvenir, l'imaginaire et le présent disparaît. La personne ne fait pas semblant, elle vit réellement dans cette reconstruction mentale. Les comportements perçus comme violents ou étranges chez l'enfant peuvent en réalité être des projections de la culpabilité, de la peur ou de la colère refoulée du parent. La présence d'un conjoint décédé, considéré comme simplement malade ou endormi, est également un phénomène observé. Dans certains cas cliniques, des individus ont vécu pendant des mois, voire des années, avec le corps d'un proche décédé, persuadés qu'il était encore en vie. Ce n'est pas un acte conscient, mais une incapacité totale à intégrer et digérer la mort. Les poupées dans ce contexte ne sont pas des objets anodins. Elles représentent une tentative désespérée de figer le temps, de préserver une image idéalisée de l'enfant perdu. Le fait qu'elles soient nombreuses et différentes reflète souvent le passage des années, comme expliqué tout à l'heure, les reconstructions successives de la mémoire et l'érosion progressive de la réalité également. Ainsi, cette histoire ne décrit pas un phénomène surnaturel, mais une descente psychologique réaliste causée par un traumatisme extrême. Elle illustre comment l'esprit humain, confronté à une douleur insupportable, peut créer une illusion durable où les souvenirs remplacent les personnes et où les objets prennent la place des êtres aimés. Ce qui rend ce type de récit profondément dérangeant, ce n'est pas l'irréel.
c'est précisément ce qui pourrait arriver à n'importe qui.